Bonjour, c'est Flora Trouillou, l'autrice du podcast Solastalgie. Avant le début de votre épisode, je souhaite adresser un grand merci à nos partenaires médias pour leur soutien. Leothers, média indépendant pour les passionnés de grands espaces, derrière le podcast Les Baladeurs, qui diffuse des récits d'aventures et de mésaventures en pleine nature, que je vous recommande. Merci aussi à Ouzbek et Rika, le média qui explore le futur et propose de nouveaux imaginaires à travers une approche éditoriale singulière. Et tout de suite, Solastalgie. Nous aimerions que les endroits qu'on aime durent toujours. Pourtant, l'essence même de certains paysages est le mouvement. C'est le cas des vagues. Elles naissent, grossissent, montent, puis se brisent et s'évanouissent. Ce sont des avalanches d'eau, toujours incontrôlables et renouvelées. René Béguet, 73 ans, est surfeur et photographe. Quand il était petit, il venait tous les étés avec ses parents en vacances à Biarritz, avant de s'y installer définitivement. Il a vécu les débuts du surf français à la Côte des Basques dans les années 60 et l'arrivée des premières planches venues des États-Unis, à une époque de folle liberté. Et il a connu la barre, une vague française au tube parfait, qui a marqué les surfeurs les plus connus, de l'Australie à la Californie, en passant par Hawaï. Un spot de surf mythique et une vague légendaire, aujourd'hui disparue. Et on est à la Côte des Basques et on voit des vagues magnifiques. On se dit, oulala, ça va être super à la barre. Allons à la barre. Alors tout le monde prend les voitures, on met les planches sur le toit, on va à la barre. Et là, on découvre la barre au top de sa forme, quoi. Donc, moi, il m'est arrivé à la barre de prendre une vague. Ça dure 10, 12 secondes, 15 secondes, 20 secondes, enfin ça dépend. Une fois la vague finie, sortir, me poser sur le sable, m'asseoir sur ma planche et penser à la vague que je viens de prendre. Parce que, voilà, waouh. Avec le dérèglement climatique et l'impact des activités humaines, de plus en plus de personnes vont voir leur environnement familier changer radicalement. Dans ce podcast, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui vivent déjà ces bouleversements. Dans des lieux d'une grande beauté, accessibles ou reculés. Des endroits vulnérables, abîmés, mais aussi résilients. Nous raconterons ces lieux magiques et aimés pour en garder la trace avant qu'ils ne disparaissent. Une série documentaire de la journaliste et documentariste Flora Trouillou. Bienvenue dans Solastalgie. En 57, j'ai 8 ans. Alors à 8 ans, on faisait du planking à l'époque. Le planking, c'est une petite planche en bois recourbée à l'extrémité, avec lequel on prenait des vagues avec des palmes. Et ça ressemble un peu au bodyboard, mais en contreplaqué, quoi. C'est pas une planche en mousse. Et je me rappelle très bien d'avoir vu Peter Viertel qui était arrivé avec sa planche à la Côte des Basques. Et moi, j'ai trouvé ça merveilleux parce que j'aime beaucoup la glisse. Mais j'aime pas trop l'eau. Je suis pas un bon nageur. J'ai un peu peur d'ailleurs. J'ai plutôt tendance à me noyer qu'à nager. Donc, enfin, si je nage un peu à la brasse, je nage sur le dos en bougeant les bras. Et j'ai vu ça comme étant le moyen de prendre des vagues, donc de glisser sur l'eau sans trop me mouiller, quoi. Donc, ça m'a tout de suite enthousiasmé. Donc aujourd'hui, effectivement, le gag, c'est les copains, et quand ils me voient sortir de l'eau avec les chaussettes, ils disent ça, t'as une bonne journée, c'est-à-dire que je ne suis pas tombé, j'ai pas pris de vague sur la gueule, et voilà, donc c'était une bonne journée. Cet été 1957, René a vu la toute première planche de surf arriver sur la Côte des Basques avec un scénariste californien de passage en France pour un film. Cette planche fait naître la première génération de surfeurs français, les tontons surfeurs. Ils embarquent avec eux René et ses copains pour leurs premières aventures. Nous, on a 20 ans d'écart à peu près avec les tontons surfeurs. Eux, c'était des grands gars bien costauds. De toute façon, avec des planches de 20 kilos, il vaut mieux être costaud. Et la Côte des Basques avait dans son établissement de bain un dernier étage qui était à l'Union sportive Biarrot, l'USB, où ils avaient une salle de musculation.
Et tous ces jeunes hommes qui avaient une trentaine d'années et qui étaient déjà pères de famille, etc., poussaient de la fonte dans l'USB. Et quand ils ont vu arriver le surf, comme c'était aussi des gens qui aimaient bien l'eau, ils se sont tous mis au surf aussi. Nous, notre rôle de petits gamins de l'époque, c'était un petit peu d'arrêter les planches avant qu'elles ne tapent dans les blocs. Alors, quand on fait 40 kilos et qu'on arrête une planche de 20 kilos entraînée par une vague, c'est un peu compliqué, mais on y arrive. Et le temps que le surfeur rentre à la nage, nous, on prenait la planche, on allait faire une petite mousse ou deux le temps qu'il arrive au bord, quoi. Voilà, c'est comme ça qu'on a tous démarré. Enfin, je suis pas le seul, hein, tous les gamins de l'époque ont démarré comme ça. Alors le surf, je sais pas, je pense qu'il y a que deux solutions. On essaye, soit on est mordu, soit on est écœuré. J'ai jamais vu de système intermédiaire où ouais, je surfe un peu de temps en temps, mais non, ou on surfe ou on surfe pas. Et donc quand on est mordu, c'est vraiment quelque chose de très prenant. Et on passe beaucoup de temps à ramer d'abord pour quelques secondes sur une vague. Mais le bonheur est tel que comment dire, c'est intense, c'est vraiment intense comme sensation. L'ambiance est assez géniale parce qu'on est tous nuls. Il n'y a pas un mec qui laisse la ramène parce que il sait faire du surf. Non, on est tous nuls, on est tous au niveau zéro. Et il n'y a pas encore le bouquin Surfer pour les nuls, donc on essaye de se débrouiller comme on peut. Et c'est au hasard des passages d'étrangers comme Peter Troy, Jen Lee, qu'on apprend que finalement on n'est pas obligé d'aller tout droit avec une planche, on peut aussi aller à droite, aller à gauche, on peut faire des virages, on peut avancer sur la planche, on peut faire des tas de figures dont on n'avait même pas idée. Et on progresse au fur et à mesure avec les passages d'étrangers. Et en plus, on progresse au niveau technique, parce que ces gens-là arrivent avec des planches, donc on copie les planches. Le père Barlan, lui, il a toujours un mètre dans la poche avec un calepin, et quand il voit une planche arriver, il mesure la longueur, la largeur, le ceci, le cela, l'épaisseur. Et le soir, hop, avec son rabot, il essaye d'en choper une un petit peu équivalente. Et ça progresse comme ça. L'époque, le mot liberté a encore un sens, quoi. On peut s'exprimer, on peut faire ce que l'on veut, on peut... Les surfeurs étrangers venaient avec leur camping-car et ils campaient le long du boulevard Prince de Galles, donc de la route de la Côte des Basques. Ils allaient surfer le matin, etc. Enfin, aujourd'hui, c'est plus possible. Essayer de faire 30 mètres à 25 dans une voiture, dont 6 sur le toit, 2 sur le capot avant, 5 sur le capot arrière, et le reste à l'intérieur avec 12 planches sur le toit, vous n'allez pas faire 300 mètres. Hein. Mais c'était très utile d'avoir les tontons surfeurs parce que non seulement ils nous ont quand même sortis de l'eau plus d'une fois, mais surtout transportés, parce que quand on devait changer de plage, c'est les tontons qui prenaient tous les gamins dans la voiture avec les planches sur le toit et on allait parcourir la côte. C'est comme ça qu'on a découvert Guétari, etc. Et la barre. C'est en se baladant, en cherchant des vagues, qu'on est allé à la barre pour la première fois. Avec les tontons surfeurs et ses copains, René découvre ce spot de surf avec sa vague hors du commun. La vague est parfaite. C'est comment dire, c'est le pipe au North Shore d'Oahu, mais pas sur fond de corail. C'est sur fond sableux, donc c'est quand même beaucoup plus confortable quand on tombe. Mais la vague est très belle. C'est un beau tube à gauche. On peut prendre la droite aussi. Enfin, c'est un peu plus compliqué. Mais surtout, on a la possibilité de sortir assez facilement. Donc, c'est quand même d'un grand confort au niveau pour un mec, hein, pour aller prendre la vague. Et c'était une machine à surf, quoi. On repartait au large facilement, on prenait la vague, on rentrait, on repartait au large. Et la vague était assez constante. Même les jours où il n'y avait pas trop de vagues, il y en avait toujours la barre.
Pour faire du surf, il faut des vagues qui déroulent d'une manière sympathique. Donc, à l'inverse des plages comme la Côte des Basques ou la Grande Plage ou toutes les plages du coin, les vagues cassent un petit peu partout. Des fois ça ferme, des fois ça ouvre à droite, des fois ça ouvre à gauche. Ça dépend des bancs de sable, etc. Il n'y a que les endroits où on a du rocher en dessous, comme Guétari, la Fiténia, Saint-Jean-de-Luz, où on est sûr que la vague déroule toujours au même endroit. Sur les plages de sable, c'est rarement le cas. Mais à la barre, c'est une plage de sable et ça déroule toujours d'une manière régulière et c'est une très belle gauche en fait. Moi, il m'est arrivé à la barre de prendre une vague, ça dure 10, 12 secondes, 15 secondes, 20 secondes, enfin ça dépend. Une fois la vague finie, sortir, me poser sur le sable, m'asseoir sur ma planche et penser à la vague que je viens de prendre. Parce que, voilà, waouh. Et en 62, on a un Australien qui s'appelait Peter Troy, qui est en train de voyager autour du monde à la découverte de vagues, qui s'est arrêté à Biarritz. Et en même temps, on a un Hawaïen, Jen Lee, qui est venu aussi pour découvrir les vagues. Et du coup, on a décidé de faire une compétition internationale. Rendez-vous compte, il y avait un Australien, un Hawaïen et 5 Français. Donc on est allé à la barre. Et les premières compétitions de surf, c'est à pleurer, quoi. On part tout droit et celui qui plante la dérive dans le sable au bord a pris la meilleure vague, quoi, en gros. Et 6 ans plus tard, en 1968, quand René a 19 ans, ils organisent une nouvelle compétition un peu plus structurée, et cette fois-ci encore, ça se passe à la barre. On est tous à la Côte des Basques. Alors il y a 2 équipes de films qui font des films pour les surfeurs, qui ont 2 équipes de très bons surfeurs, l'une composée avec Nat Young, l'Australien champion du monde, Wayne Leach, Ted Spencer, et dans l'autre équipe de films, il y a Billy Hamilton, il y a Keith Paul, un Australien aussi. 6 excellents surfeurs. Et on est à la Côte des Basques et on voit des vagues magnifiques. On se dit, oulala, ça va être super à la barre. Allons à la barre. Alors tout le monde prend les voitures, on met les planches sur le toit, on va à la barre. Et là, on découvre la barre au top de sa forme, quoi. Donc, alors il y avait des Français aussi, Jean-Marie Lartigot, Michel Clot, etc. Et tous ces bons surfeurs sont allés à l'eau et nous ont fait une brillante démonstration. Alors, la plus grande difficulté en surf, c'est de savoir comprendre la vague. Savoir où elle va casser, comment elle va dérouler, à quel moment il faut faire quelle manœuvre pour que ce soit à la fois esthétique et fonctionnel. Et tout ça, ça ne s'apprend pas dans les bouquins. Et les grands champions sont ceux qui ont un petit peu plus que les autres cet instinct de se placer au bon endroit, au bon moment et de faire la bonne manœuvre au bon moment. Et il y a des gens qui font du surf, qui ont fait du surf toute leur vie et qui n'ont jamais su. J'en connais personnellement, je ne donnerai pas de nom. Mais on peut prendre des vagues sans jamais ressentir ce que peut être une vague. Moi, ce jour-là, j'étais un petit peu blessé. J'avais pris une dérive de planche dans la jambe, donc je n'ai pas pu aller à l'eau, sinon j'y serais allé. Mais enfin, ça m'a permis d'être à la fois juge, photographe et témoin de ce championnat. Les films de surf, c'est fait pour être vu par des surfeurs. Donc, on va dans des petites salles et on voit un film. Et là, vous dites, la barre, et on voit Nat Young dans une vague incroyable, Wayne Leach faire des tubes incroyables, Keith Paul faire des virages pas possibles. Et les gens se disent, mais c'est là qu'il faut qu'on aille, quoi. C'est toujours pareil. Ça donne envie. Enfin, comme me disait François Lartigot, on aurait mieux fait de rien dire. On serait peut-être plus tranquille aujourd'hui. Mais bon, on ne peut pas changer l'évolution. C'est difficile. Comme le dit René, on ne peut pas changer l'évolution des choses. Et d'ailleurs, la vague de la barre
elle aussi, évolue à ce moment-là. Une digue de rochers est en construction juste à côté de la vague et elle va tout changer. La digue qui a été construite au nord, côté Boucau, la nouvelle digue, la construction démarre en 62. 62, c'est l'année où on fait la compétition internationale, avec les deux internationaux, l'Australien et l'Hawaïen. Mais la grande digue va commencer à se construire en 62, et elle sera terminée pratiquement en 67 ou 8 par là. Et c'est la digue qui a amélioré la vague. C'est un peu compliqué à expliquer, mais au fur et à mesure que la digue avançait vers le large, la vague, elle, devenait meilleure. Les bancs de sable se modifiaient au fur et à mesure. La vague partait plus au large, elle était plus grosse, plus tubulaire, plus belle. Et on termine on termine pas, mais en 68, elle est parfaite. Quand on fait la deuxième compétition internationale, la vague est parfaite. Là, on a des vagues remarquables. Mais pas très très longtemps, parce que au fil des années, dans les années 70, c'est là où ça commence à disparaître. Alors, la barre, c'est le nom d'origine de l'embouchure de l'Adour, parce qu'il y avait effectivement une barre. Une barre, c'est des vagues qui compliquent considérablement l'entrée dans le fleuve. Il y avait deux petites digues qui existaient, ils en ont rajouté une grande au large, au nord, donc côté Boucau, justement parce que toutes les tempêtes ici sont du nord-nord-ouest. Et de construire cette digue, ça protège justement l'entrée du fleuve des vagues qui pourraient arriver du nord-ouest. Des tempêtes, des vents, des vagues, de manière à ce que les bateaux qui rentrent ou qui sortent de l'Adour puissent le faire en toute sécurité. C'est une construction sécuritaire, purement. En 1970, René participe au championnat de France qui s'organise encore une fois à la barre. À l'aube du mouvement hippie, René et ses copains commencent à voyager à l'étranger. Mais chaque printemps, ils reviennent à la côte des Basques. Mais à la fin de cette décennie, quand ils reviennent au printemps, c'est le choc. Le spot a changé. Et quand on revient au printemps pour redécouvrir le spot, on dit tiens, mais pourquoi il n'y a pas de vagues? Puis c'est comme ça a disparu un jour. Donc on n'y est plus retourné. C'est à la fois la construction de la digue qui a permis à la barre de devenir cet endroit mythique, et c'est aussi la construction de la digue qui l'a fait disparaître. Donc c'est une histoire un petit peu triste et réjouissante à la fois, parce qu'il n'y aurait pas eu la digue, il n'y aurait pas eu la barre telle qu'on l'a connue, telle qu'on l'a filmée, mais elle n'aurait peut-être pas disparu non plus. Là, ça revient un petit peu, apparemment. Ils ont refait encore une autre digue, un enrochement un petit peu plus près, qui a rensablé différemment. On retrouve quelquefois une vague à la barre, oui, qui n'est pas tout à fait située au même endroit, mais qui est quand même sympathique. René n'est pas nostalgique et il ne s'étend pas sur le moment où il constate la disparition de la barre. Le mot se passe rapidement entre surfeurs et il change de spot. À la barre, la construction de la digue du Boucau était nécessaire pour protéger les bateaux. Mais cela ne l'empêche pas de penser que quand certaines vagues hors du commun sont menacées, il faut les protéger. Je pense qu'il y a des endroits qui auraient dû être protégés, qui ont disparu à cause de construction de ports ou de modifications, de ceci, de cela. Je pense qu'un bon spot de surf doit être protégé. Pour une raison très simple, c'est que les très bons spots de surf sont quand même relativement rares. Par contre, ça attire beaucoup de monde. C'est-à-dire que c'est une manne pour les locaux d'avoir un spot de surf qui fonctionne. Vous avez des spots de surf en Afrique ou en Amérique du Sud, etc., où les gens vont dans ces endroits parce qu'il y a ce spot de surf. Si ce spot de surf doit disparaître, ils n'iront plus. Et c'est autant de devises en moins pour le pays et pour les locaux. Donc, du point de vue
tourisme, c'est à préserver. Mais du point de vue aussi surf, c'est à préserver aussi. Parce que quand un spot disparaît, il n'y a pas de vague qui se ressemble, il n'y a pas de vague pareille. Quand on a une vague qui est à ce point bonne qu'elle en devient célèbre, il faut vraiment la préserver. Ça me paraît indispensable. C'est comme préserver une espèce en voie de disparition, quoi. C'est pas que ça disparaisse. Les surfeurs sont philosophes. Dans l'eau, ils ont appris à vivre le moment présent, à faire corps avec l'insaisissable quelques instants et profiter de sensations furtives. Pour René, les vagues sont comme les époques. Même si elles sont merveilleuses, elles sont toujours éphémères. La vague de la barre est devenue parfaite, parce qu'elle était en mouvement et qu'elle allait disparaître. Mais cela ne veut pas dire renoncer à la protection des bons spots de surf. Le mouvement d'une vague dépend de l'environnement qui l'entoure, et certaines constructions, parfois, peuvent être évitées. Et d'ailleurs, un peu partout dans le monde, on voit émerger des réserves de vagues pour les préserver. Solastalgie est une production Nouvelles Écoutes. Créée, écrite et témoignages recueillis par Flora Trouillou. Racontée par Laure Bernard. Réalisée par Mélia Roger. Mixée par Thomas Decour. Produite par Julien Neuville. Musique originale par Tilassine et Bravinsan. Chargée de production, Ashley Tola. Assistant de production, Xavier Kamaki. Directrice artistique, Aurore Maillot. Directrice des productions, Marion Gourdon. Directrice commerciale, Emmanuelle Fortunato. Directrice générale adjointe, Nora Issem.